Et place à notre face-à-face autour de l'islamophobie, une bataille sémantique, mais aussi le lieu d'affrontement autour de l'islam de France et de la laïcité, deux thèmes qui alimentent les débats de la campagne électorale. On retrouve Pascal Blanchard, l'historien, et Pascal Bruckner, le philosophe, après la mise en point de Sandrine Le Calvez. Peut-on interdire de critiquer l'islam? Cette question divise ces jours-ci le Canada. Un mois après l'attentat contre la mosquée de Québec, qui a fait 6 morts au moment de la prière, les parlementaires débattent d'une motion controversée. Déposée par une députée musulmane, elle vise à condamner l'islamophobie, toutes les formes de racisme et les discriminations religieuses systématiques. Depuis l'attentat, 70 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour demander au gouvernement de faire plus pour combattre l'islamophobie. Les parlementaires voteront au printemps. Beaucoup s'inquiètent de peur que la motion n'aboutisse à censurer tout regard critique sur l'islam. Une crainte partagée en France par Pascal Bruckner, qui fait un retour remarqué en librairie avec cet essai à la couverture choc, une femme voilée aux couleurs de la France. Pour le philosophe, la critique de toutes les religions est un droit qu'il faut défendre. On a le droit de représenter Jésus glissant de sa croix, Moïse dans son bain ou le pape en train de sodomiser sœur Emmanuel. Mais si on le fait avec Mahomet, on est un raciste. L'islamophobie relèverait-elle pour autant d'un racisme imaginaire, d'une posture victimaire exploitée par des militants fondamentalistes ? Des présupposés qui heurtent Pascal Blanchard. Pour l'historien spécialiste des immigrations, du fait colonial et des années 30, la peur qui se focaliserait aujourd'hui sur l'islam serait une nouvelle forme de rejet de l'arabe, un héritage de la colonisation. La haine du félaga, la haine de l'arabe, elle se prolonge chez le musulman. La France rejette-t-elle vraiment ses citoyens musulmans? L'islamophobie relève-t-elle du racisme? Ou s'agit-il d'une parade pour faire taire tout débat sur la deuxième religion de France? Bonsoir messieurs, vous allez en débattre ensemble. Pascal Bruckner, vous êtes essayiste, votre livre Un racisme imaginaire, on a l'image je crois du livre Le Voici, Islamophobie et culpabilité est paru le 1er février dernier aux éditions Grasset. Vous estimez qu'il existe assez de racisme véritable pour que l'on n'en invente pas d'imaginaire. Depuis plus de 30 ans, selon vous, le terme d'islamophobie anéantit toute possibilité d'émettre une parole critique envers l'islam. Et en face de vous, Pascal Blanchard, bonsoir. Clubiste régulier de 28 minutes et historien. Votre livre Les années 30 et si l'histoire recommençait est paru il y a une semaine aux éditions La Martinière. On a l'image car il est beau mais il est lourd. Selon vous, Pascal Blanchard, l'islamophobie a des fondements historiques, la haine occidentale envers les musulmans et les moyen-orientaux qui se nourrit de la crise interne, une crise interne au monde arabo-musulman. Alors je vais démarrer avec une recontextualisation par rapport à une actualité récente, Pascal Bruckner. 3 semaines après l'attentat qu'il y a eu au Canada contre une synagogue, un attentat perpétré par un jeune homme suprémaciste et nationaliste blanc, une députée a proposé une motion qui permettrait de lutter, une motion contre le racisme et la discrimination religieuse systémique. Vous vous insurgez contre cette possibilité de dépôt de cette motion en disant c'est donner un sauf-conduit à l'islam et c'est empêcher la critique. Toute critique d'ailleurs de l'islam comme religion. Oui, alors cette proposition de loi est très intéressante parce qu'elle mange le morceau en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir protéger les cultes, les mosquées, les synagogues, les églises, qui est absolument normal, on dit désormais la moindre critique de l'islam tombera sous le coup de la loi. Et ça c'est vrai dans le Canada anglo-saxon. Je pense qu'au Québec la loi sera mal reçue parce que les Québécois sont beaucoup plus proches de la laïcité à la française. Mais si vous voulez, je trouve ça désastreux. Autant... Ce ne sera pas une loi, ce sera une motion. Une motion. Oui. Autant il pas de faut condamnation. Évidemment protéger les croyants, ça va de soi. Autant la liberté de critiquer un dogme, une croyance doit être respectée. Et donc je pense qu'on rend là un très mauvais service aux musulmans. Et d'ailleurs, d'après ce que je sais, ce que j'ai lu dans la presse, il y a une sorte de rage ou de haine qui s'accumule contre cette loi. Je pense encore une fois que c'est une loi contre-productive. Bon, alors qui n'a pas été passée, mais Pascal Blanchard, êtes-vous d'accord avec le fait que critiquer une religion doit être protégé ? Quelle que soit la religion. Il y a 2 nuances. Et qu'il ne faut pas en arriver au rétablissement d'un quelconque délit de blasphème ou péché de bouche, comme on disait au XVIIIe siècle. Dans la théorie, critiquer une religion doit être libre. Dans la théorie. Sauf quand la religion commence à ressembler
a un discours qui identifie une population spécifique et la constitue quelque part avec des stigmates et des oripeaux de toute population comme presque une race. À partir du moment où il commence à y avoir fusion dans les discours sur identifier l'autre, tu es musulman, donc tu es quelqu'un, tu es une identité, tu es donc une identité commune, tu es donc une entité comme on pourrait dire les Noirs, les Juifs. Quelque part, à un moment, les discours se fusionnent. Donc la difficulté, elle est comment faire la part des choses quand la critique devient autant raciale que religieuse. C'est complexe parce que d'un côté, il faut pouvoir conserver le droit de critiquer une religion et de l'autre côté, il faut pouvoir protéger une population qui n'est plus stigmatisée au nom de la couleur de sa peau, mais au nom de la religion qu'elle porte. D'une certaine manière, en 30 ans, le musulman est devenu une sorte de race. Et donc, 30 ans, c'est quoi? C'est le moment où le terme d'islamophobie, non, le terme d'islamophobie est plus ancien, est apparu. Pascal Bruckner l'a très bien dit dans son livre, le terme est ancien, il correspond au rapport que l'Occident a eu avec l'islam. Il correspond même en Début France. du XXe, c'est Début ça du XXe, à partir de 1910-1911, on commence à voir apparaître le terme dans les milieux extrêmement ciblés. Et d'ailleurs, en critique d'une certaine manière de ce qu'était la politique française à l'égard de l'islam, puisque je vous rappelle que la France à l'époque est une grande puissance musulmane avec son empire. Même pendant la Première Guerre mondiale, on a payé des pèlerinages pour garder le peuple musulman à nos côtés dans la lutte contre l'allemand qui était proche du turc. Donc l'islam a toujours été, en France, une religion, je dirais, partenaire de la République dans le cadre de la colonisation, et non pas une religion ennemie. Ce qui s'est passé comme rupture, c'est quelque part la période post-coloniale. À partir des années 80, il s'est passé une sorte de dichotomie où l'islam, on a pu réussir à trouver sa place dans la République, comme d'ailleurs dans les autres pays européens, y compris ceux qui n'avaient pas une longue relation coloniale. Donc à partir de ce moment-là, le musulman s'est transformé non plus simplement en un croyant, mais en une population informe. D'ailleurs, quand les gens vous disent qu'il y a un problème avec les musulmans, personne ne pense aux Sénégalais. Tout le monde pense aux Moyen-Orientaux ou aux Maghrébins. Oui, alors je pense que la transformation de l'islam en race est le fait d'un certain nombre de mouvements intégristes qui ont voulu justement protéger cette confession de toute espèce de critique et donc l'ont racialisée. C'est une des conséquences malheureuses de l'antiracisme et cette racialisation s'est opérée dans les années 80 au moment où les musulmans britanniques, pour contrer les conséquences de l'affaire Rushdie, qui était condamné par l'ayatollah Khomeini en raison de la parution de son livre Les versets sataniques, ont essayé d'entourer l'islam d'une sorte de glacis absolu pour qu'on ne puisse plus lui adresser le moindre reproche. Simplement, ce qu'il faut dire... C'est là que le mot islamophobie est devenu beaucoup plus général. Ressuscité. C'est popularisé comme un discours politique. Et ce qu'il faut dire simplement, c'est que ce sont des musulmans eux-mêmes qui critiquent le mot islamophobie. J'ai fait, il y a quelques jours, un débat avec Tarek Obrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui m'a dit, moi, ce mot me gêne, parce que justement, il amalgame deux sens contraires, la persécution et la critique. Donc, je ne l'utilise pas. Et ce sont des musulmans comme Kamel Daoud, Boualem Sansal ou Ayaan Hirsi Ali, libéraux, laïcs, éclairés, réformateurs, qui vous expliquent qu'effectivement, eux-mêmes, dès lors qu'ils remettent en cause la doxa islamiste, ils sont immédiatement traités d'islamophobes. On a vu avec l'affaire des viols et des agressions sexuelles à Cologne, où Kamel Daoud a fait une explication dans Le Monde, en tout cas un texte en expliquant ces agressions par la misère sexuelle du Maghreb, et on l'a traité de raciste et d'islamophobe. Donc on voit bien, c'est une machine de guerre pour faire taire les gens, et surtout, parce que nous, occidentaux, ça n'est pas bien grave, mais surtout pour empêcher tout esprit réformateur. C'est ce qui vous fait dire j'ai peur de l'islam radical, mais j'ai peur pour l'islam. Vous entendez ce distinguo? Bien sûr, parce que Pascal Bruckner. Il y a un double discours. J'aurais pu avoir la même démonstration en disant qu'aussi les Occidentaux, d'une certaine manière, ont fabriqué le discours sur l'islamophobie en disant non, on ne peut pas être critique des Arabes, puisqu'en fait, ce n'est pas les Arabes qu'on critique, ce n'est pas les Moyen-Orientaux, c'est l'islam. Vous n'utilisez pas ce mot, donc non Je le mets entre guillemets. Je l'utilise avec des guillemets. Le mot islamophobie, je suis chercheur. Bon, vous êtes d'accord, là, au moins, d'accord oui, avec une nuance. Moi, j'utilise en tant que chercheur parce qu'il correspond aujourd'hui à un phénomène sociologique d'un transfert. Par exemple, dans le discours du Front National, on est passé d'un discours interdit sur la haine de l'arabe, qui était en gros le discours du Front National des années 70. Et tous les Arabes ne sont pas musulmans? Oui, mais dans le discours du Front National, tous les Arabes étaient des Arabes. Au moins, il n'y avait pas d'ambiguïté, tout le monde comprenait. Sauf qu'après, c'était plus possible. Dans les années 90, il y a eu un flou. On ne pouvait plus critiquer l'autre de nos quartiers, deuxième, troisième génération. D'un seul coup, le musulman a remplacé ce qui n'était plus possible d'être dit. Donc, ce qui était de la perversion, elle est des deux côtés. Chacun a manipulé le terme, le discours et la désignation de l'autre, y compris dans les affiches politiques. Ça condamne le mot, en tout cas. Ça condamne le mot parce qu'il est, par définition, il a une double, voire une triple acceptation. En même temps, il est évident que dans les consciences en Occident, la notion de haine de l'islam, la notion de rejet de l'islam peut être devenue une idéologie quasi équivalente pour certains au rejet d'une population haute par rapport à la couleur de sa peau, par exemple. Donc le phénomène ne doit pas non plus être totalement
immaculé en enlevant cette partie-là de sa critique ou de ce qu'il a pour certains dans le discours. Il est évident qu'aujourd'hui, vous avez des électeurs du Front National, ou en Hollande, ou en Allemagne, dans toute l'Europe, qui détestent l'islam et le musulman. Et en fait, on est passé d'un discours de haine de l'arabe, pour faire simple, à un discours de haine du musulman. Vous nous faites écouter quelqu'un, Thomas Oui, Legrand ? on va écouter Benoît Hamon, qui est donc candidat à la présidence de la République. Et alors, il avait réagi à un reportage diffusé sur France 2 au journal de 20h qui avait été tourné à Sevran dans plusieurs bars où on voyait qu'il n'y avait que des hommes et des hommes qui disaient ici on n'est pas en République, on n'est pas dans la République et ces bars étaient manifestement interdits aux femmes. Et à l'époque, à ce moment-là, c'était il y a quelques semaines, Benoît Hamon avait dit historiquement dans les cafés ouvriers il n'y avait pas de femmes, ça avait un petit peu amoindri le sujet et puis ça fait un petit scandale et voilà ce qu'il a pu dire pour se défendre ensuite. Il faut surtout pas dire aujourd'hui que le sexisme serait réservé à un seul type de café, le machisme à un seul type de population, en l'occurrence les musulmans. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faille baisser la garde en matière de lutte contre le fondamentalisme religieux, quand ce fondamentalisme religieux conduit, dans les faits, à confisquer l'espace public aux femmes. Alors, Pascal Blanchard, il y a une sorte de bienveillance un peu déplacée qui brouille les messages. Comment vous réagissez à cette réaction ? Parce qu'on est dans une période d'entre-deux. Qu'on la critique ou pas, d'accord, on peut la constater, on est dans une période d'entre-deux. C'est-à-dire que le nouveau discours ne s'est pas positionné. D'un côté, c'est vrai, il y a un discours qui a toujours été de gauche de vouloir défendre les victimes de l'histoire. Et donc là, il est l'héritier de ce long discours. Et de l'autre côté, il y a une difficulté à voir que les victimes de l'histoire peuvent produire les mêmes exclusions que les autres. Alors, ça, c'est pas de l'islamo-gauchisme. Non, ça, c'est un entre-deux où on ne sait plus comment se positionner. D'accord. Là, il arrive à nous tenir un discours qui est tout à fait ahistorique, où on arrive à essayer de nous expliquer qu'il faut à la fois accepter tout en n'acceptant pas et tout en défendant. La grande difficulté, c'est si demain matin, vous allez vous promener dans un bar suprémaciste blanc, vous n'allez pas trouver beaucoup de noirs non plus. C'est pas parce qu'il y a des suprémacistes blancs qui interdisent le noir d'entrer dans les bars qu'il ne faut pas critiquer certains blancs américains qui sont suprémacistes. Eh bien, chez les musulmans, on ne doit pas s'interdire de critiquer l'exclusion de la femme de certains lieux publics. Ce qui ne veut pas dire que nous parlons de tous les musulmans. Diagnostic de Pascal Bruckner, Oui, sur alors ce qui a là, été montré on est en autour période de Benoît Hamon. électorale. Donc Benoît Hamon a besoin effectivement d'élargir son spectre. Mais j'ai rencontré justement la leader de la brigade des maires qui essaye d'investir l'espace public. Et je trouve que dans le discours de Benoît Hamon, comme dans celui de Clémentine Autain, qui elle est allée aussi dans le même café en disant « Regardez, c'est permis à tout le monde, mais elle oublie qu'elle est blonde et qu'on ne va pas la chasser parce qu'en plus elle est connue ». Dans le discours de Benoît Hamon, je sens, et là je vais abonder dans le sens de Pascal Blanchard, un certain néocolonialisme bienveillant du genre « Oui, la liberté, c'est bien pour nous, mais finalement les musulmans, ils ne sont pas obligés de vivre comme nous ». Et c'est là où une certaine gauche me gêne lorsqu'elle parle de l'islam et des musulmans, c'est qu'au fond, on a l'impression que des privilèges qui ont été gagnés par les femmes, les féministes et par une partie de la gauche, sont déniés aux musulmans en raison d'une sorte d'essentialisation de l'islam, où on dit, écoutez, à nous, les avantages de la liberté critique, de l'égalité entre les hommes et les femmes, à eux, les malheurs de plutôt que c'était l'oppression. un processus. Et qu'il y a quelques années, en France, quelques dizaines d'années, en France, c'était pareil dans les bars ouvriers. Donc il y a un processus qu'il faut respecter. Oui, il y a un processus, mais je trouve qu'en tant que leader de la gauche, et il incarne aujourd'hui le PS, Alors, il aurait dû être plus radical et dire c'est inadmissible. Alors, une Le Parti question. socialiste a quand même encore du mal avec ce vieux passé colonial dont il est encore lui aussi un des héritiers. Et donc il a du mal à accepter que la société a changé, que les codes ont changé et qui ont pris leur regard de défenseur du pauvre qui a subi, c'est plus le même. C'est-à-dire que même eux n'ont pas vu l'évolution de droite comme de gauche. Quelque part, on pense que le colonial est loin de nous. Mais en Pascal fait, il est encore Blanchard, très proche oui. de nous. Alors précisément, la fracture coloniale a-t-elle été importée dans les banlieues ? Elle n'a pas été importée, elle était présente avant, puisque les banlieues ne sont ni plus ni Parce que moins je crois que que le Pascal Blanchard n'est processus pas d'accord urbain avec de territoires qui ont accompagné le lendemain de l'époque coloniale. Pascal Bruckner. Pour Pascal Bruckner, la colonisation est loin. Il le dit dans son livre. Attendez, on va lui laisser le dire. Mais je laisserai le dire. Ouais. Et il est assez grand pour le dire. Il le dit très bien depuis maintenant 35 ans d'essai. Donc je n'ai aucun doute qu'il va le défendre. Et c'est un de ses leitmotifs. C'est comme si on disait la Révolution française, c'est loin, la Commune, c'est loin, et la laïcité 1905, c'est loin. Non. La colonisation, c'est les années 60. On a à peine décolonisé. Et ça a touché la France pendant 4 siècles. Quelque part, nous sommes encore les héritiers de pratiques. Et les quartiers populaires ne sont qu'un des ersatz de cette histoire, mais comme les Outre-mer, comme notre regard sur le monde, nous sommes encore les héritiers d'un regard qui s'est construit pendant 4 siècles. Y a-t-il un racisme d'État ?
Non, il n'y a pas un racisme d'État, il y a des pratiques d'État, ce qui est très différent. C'est-à-dire que l'Amérique, aujourd'hui, n'est plus un État raciste en tant que tel. Mais on le voit bien avec Trump, il peut y avoir des mécanismes, des héritages, des reproductions non pas à l'identique de vieux mécanismes, comme dans la police d'ailleurs. Il y a des ségrégations. Mais bien sûr que la Et ségrégation. est-ce que vous ne sous-estimez pas un petit peu dans votre livre Ségrégation le poids à de ces l'embauche, ségrégations, discrimination à l'embauche. territoriale. Ça c'est clair, je le confirme. Vous Non, le non, mais confirmez. je- non, non. Minoret dans Par, votre livre. par J'essaie de exemple, lancer un le débat, est-ce que vous Mohamed êtes à d'accord, On l'embauche. n'est pas d'accord, il le mineur largement dans son Ah, livre. enfin, Et là, non, je non, m'y mais oppose ça totalement. n'est pas le sujet du livre. Mais je dis, Non, mais c'est un des je dis sujets. qu'effectivement, il y a déjà assez de racisme pour ne pas en inventer de nouveaux. Et donc, évidemment, ça inclut la discrimination à l'embauche qui ne touche pas que les Mohamed. Mais si vous appelez Pierre, Marie ou Cindy et que vous arrivez des quartiers, vous êtes tout aussi discriminé que si vous appelez Mohamed ou Farid. Je pense qu'il faut... Mais vous êtes un peu moins arrêté par la police. Ça Mais vous êtes un peu moins. dépend. On le sait. Si vous En êtes- France, vous êtes 6 fois plus Statistiquement, arrêté oui. par la police Si que vous êtes noir si ou vous arabe. êtes africain ou d'origine indienne ou d'origine d'Asie du Sud-Est, vous serez arrêté autant que les autres. Je pense qu'on a trop tendance, mais ça c'est un autre débat, à racialiser la discrimination à l'embauche au lieu de la considérer comme un problème social. Si vous appartenez à la bourgeoisie d'origine maghrébine ou si vous êtes libanais ou égyptien fortuné en France, vous risquez beaucoup moins d'être arrêté que si vous êtes un prolo d'origine de la France. C'est vrai que vous prenez moins le périphérique. métro quand vous êtes riche. Je Périphérique. vous le confirme. Mais pas simplement Bah le si. métro. Bah si. Pour Non, rester sur la colonisation, est-ce qu'il faut changer notre façon de voir la colonisation, de l'apprendre De aux l'enseigner. enfants, de l'enseigner notamment dans les quartiers? Est-ce que c'est utile? Ah, Pas que dans les quartiers. je pense Partout. qu'il faut- Partout. De toute Oui, façon, il n'y a non. qu'une seule éducation nationale, Non, je non, suis c'est pas d'accord. vrai. Je vous rappelle que dans les Antilles aujourd'hui, on enseigne l'histoire de l'esclavage plus qu'en métropole. Alors attention, Ah nous oui. avons un système éducatif qui considère qu'un petit Antillais de Guadeloupe doit apprendre plus l'histoire de l'esclavage qu'un métropolitain. Donc, C'est la vous voyez, pratique ou c'est dans les c'est la règles? pratique. Ah non, 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 c'est les règles de l'éducation nationale. Là, nous parlons d'un système en place aujourd'hui en 2017. D'accord. Vous voyez que nous ne sommes pas encore totalement républicains. Non, mais Pascal la Bruckner. colonisation est enseignée, je le sais parce que j'ai vérifié sur les livres de ma fille quand elle était au lycée, la colonisation est enseignée. Et Elle l'est assez. Ben, je pense qu'elle est assez enseignée. Simplement, moi, ce pourquoi je plaide et mon différend avec Pascal Blanchard, c'est que je pense que la colonisation appartient désormais à l'histoire et qu'on ne peut pas en permanence l'invoquer, comme l'a fait récemment Emmanuel Macron en Algérie, comme un argument politique, soit pour draguer telle et telle fraction de l'électorat, soit au contraire pour nier son... Mais vous rigolez. Ça nourrit le caractère. Pascal Bruckner, où est-ce que vous allez avec vos enfants si vous voulez voir un musée d'histoire coloniale en France? Question simple. Tous les pays européens, à part le Japon, qui a eu un autre empire, ont un musée d'histoire coloniale, sauf nous. Vous la racontez où, cette histoire coloniale? Vous allez où? Écoutez, il y a des livres. Où, il y a des d'accord, mais dans documentaires. quel musée? On est dans le Non, pays mais des musées. pourquoi- mais attendez, C'est on- marrant, non? Ça va bien, mais il n'y a pas de musée. Non, mais Ça pourquoi va vous bien, mais dévoilez c'est au encore une musée, question. oui. Ça va bien, mais pour la première fois, un homme politique qui n'est pas aux extrêmes nous dit qu'il faut regarder notre histoire. On parle coloniale d'Emmanuel en face. Macron, hein, là, on parle parle d'Emmanuel toujours Macron. d'Emmanuel Macron Alors, bien en sûr, ça Algérie dérange. Ça fait 50 sur la ans qu'on regarde colonisation. de l'autre côté l'histoire coloniale. Alors la gauche t'en parle pas et la droite la manipule. Et l'extrême droite, j'en parle même pas. Je comprends que ça vous dérange, mais c'est Ah non, bien ça de me changer un dérange pas, tout mais je petit pense peu l'angle que d'attaque. Mais non, je pense que c'est malvenu. Si la colonisation Malvenu est un pourquoi? crime contre Pour qui? l'humanité, à ce moment-là, l'Algérie, c'est Auschwitz. C'est ça Contre Non, l'humain. ça veut dire- Maintenant, il dit Non. contre l'humain. Je vous rappelle que Mme Merkel, en Allemagne, vient de reconnaître comme crime contre Oui, l'humanité le massacre des héros en Oui, Namibie. mais ça, c'est un génocide, Eh, effectivement. Mais attendez, comme crime contre l'humanité. Je veux bien employer le mot. Madame Merkel, une Oui, femme bien de sûr, droite, mais ça, c'est un vient de épisode reconnaître très que le particulier. colonialisme allemand en Namibie est un Mais on ne crime peut contre pas, on l'humanité. ne peut pas tout confondre. Ah bah, c'est pas moi qui confonds, c'est les Allemands, Madame Merkel. L'Europe, c'est l'histoire, c'est la complexité. Ben, on est d'accord. Donc c'est enseigner la complexité aux enfants. Et je suis désolé, la décolonisation a eu lieu. Pascal Ça n'empêche Blanchard. pas qu'à l'école alors qu'on peut parler Elle a eu d'histoire. lieu. Pascal Et nous sommes les Blanchard. héritiers de cette histoire-là, Oui, justement. nous sommes les héritiers, De effectivement. quand Alors- on parle d'islamophobie, quand on parle de rapport aux musulmans, quand on parle de rapport à l'autre, nous sommes encore. Pourquoi aujourd'hui un Espagnol, un Italien ou un Belge de la troisième génération n'a pas les mêmes problèmes qu'un Algérien, un Antillais ou un Malien en France? C'est parce qu'il y a eu avant l'histoire coloniale. Elle nous impacte encore dans notre regard sur l'autre, dans nos comportements, dans Non, notre c'est manière non, de non, vivre non, je l'autre. suis désolé. C'est parce qu'il y a aussi, Concluez, depuis Pascal 30 Bruckner, ans, ensuite Nadia. Depuis la révolution iranienne, il y a eu quand même une formidable éruption de l'islam radical. Et nous sommes les héritiers, peut-être du colonialisme, mais nous sommes aussi les héritiers de 17 ans Mais bien sûr, on est d'attentats d'accord. J'ai non-stop. pas dit le contraire. vous avez raison. Pascal Eh ben oui, Blanchard. mais c'est ça qui a changé notre regard. Merci. Donc, on a raison de s'inquiéter de l'islam radical. Merci Ça n'est pas un réflexe colonial. d'accueillir tous les deux, s'il Avec vous plaisir. plaît, avec urbanité et aménité, Nadia, chère Nadia, pour nous parler de cette injonction qui a été faite aux musulmans de France après les attentats Not in my name, Oui. mais en version française. Oui, bien pas sûr. en mon nom,
nom en français. Voilà. Effectivement, c'est le nom des campagnes qui ont été menées par un certain nombre de musulmans pour dénoncer les attentats terroristes et s'en désolidariser. La toute première campagne de ce type a été lancée il y a 3 ans déjà. C'était le 10 septembre 2014 en Grande-Bretagne avec une vidéo qui a été publiée sur Internet par une association de lutte contre l'extrémisme religieux. On y voyait des jeunes, surtout musulmans, brandir une pancarte « Pas en mon nom » et dénoncer la propagande de l'organisation État islamique. Et c'est une campagne spontanée qui a été louée par une grande partie de la presse et des intellectuels, mais à partir de laquelle s'est opéré une sorte de glissement vers une injonction faite aux musulmans français de se désolidariser explicitement du terrorisme, comme si ça n'allait pas de soi. C'est par exemple ce qu'avait fait Alain Juppé 3 jours après les attentats de novembre à Paris. Il affirmait qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, mais il avait posé une condition que les Français, je le cite, disent clairement qu'ils n'ont rien à voir avec le fanatisme. On se souvient également que le Figaro.fr avait publié un sondage sur son site qui avait fait polémique. Il demandait à ses lecteurs s'ils estimaient suffisante la condamnation par les musulmans de l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel. Le sondage avait été supprimé par la suite. Et pourtant, ce qu'il faut rappeler, c'est que les attentats ont été dénoncés maintes fois par absolument toutes les instances musulmanes. La Grande Mosquée de Paris, l'Union des organisations islamiques de France, l'Union internationale des savants musulmans et le Conseil des oulémas. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors aujourd'hui, nombreux sont ceux qui condamnent désormais cette injonction faite aux musulmans de montrer patte blanche. En l'occurrence, l'ancien directeur du Bondi Blog, qui s'appelle Nordine Nabili, a résumé ce point de vue. Voilà ce qu'il dit. Si l'indignation doit s'exprimer, c'est une indignation républicaine, pas venant des musulmans. Pascal Bruckner, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction dans le fait de dénoncer le communautarisme et de dire aux musulmans, exprimez-vous en tant que musulmans? Oui, alors vous savez, celui qui a dénoncé la passivité des musulmans, c'est Raleb Bencher, qui était lui-même islamologue et qui était un mathématicien qui, je crois, vit à Marseille, où il exhortait ses co-religionnaires justement à descendre dans la rue et à dénoncer les attentats et les horreurs commises au nom de l'islam. Mais alors, vous avez raison, il y a effectivement, je pense, une sorte de schizophrénie de la part des intellectuels musulmans réformateurs, et j'en avais parlé notamment avec Abdenour Bidar, c'est-à-dire qu'ils sont pris entre deux feux. D'un côté, les islamistes les accusent de trahir leur communauté, de l'autre côté, on les renvoie à leur être musulman. Mais je pense qu'effectivement, il faut sortir de cette schizophrénie, et il me semble que notre devoir à nous, républicains et laïcs, c'est de tendre la main aux réformateurs et de les arracher à cette double injonction qui ne peut que les enfermer dans une sorte d'impasse absolue. Mais oui, sur ce plan, je suis d'accord avec vous. Pascal Bruckner. Non, Blanchard. Oh, Pascal Blanchard, pardonnez, oui, mais il y a tellement de Pascal. Le pari de Pascal, le nommer correctement. Pascal Blanchard. C'est une vraie question, parce que comme on est dans un moment où les images sont brouillées, les gens, en fin de compte, sont presque cannibalisés par toutes les images. Et d'ailleurs, la couverture de votre essai est une image qui brouille aussi ce message. Quelque part, un peu valeurs actuelles. Les yeux fermés sur la République avec le drapeau bleu, blanc, rouge, Pascal ça donne le sentiment d'être une soumission. Et d'ailleurs, je l'avais signalé, ça fait penser, regardez, ça fait penser à une couverture de valeurs actuelles, ce qui veut dire que vous êtes sur des codes. Un petit peu. Moi, je vous le dis, non, si vous aviez vu. Pascal Bruckner, et vous êtes suffisamment fin pour savoir qu'il y a un message dans votre couverture. Cette couverture qui pose une question et pour savoir la réponse. Il donne une réponse un peu. Elle donne la réponse en même temps que la question. Elle est moins nuancée que le contenu. Voilà, exactement. J'allais dire qu'il y a eu plus de nuances par moment parce que Pascal Bruckner est subtil. Très nuancé. Tout à fait. Concluez. Et c'est pour ça que des fois vous êtes très efficace sur certains messages où vous êtes placé, notamment celui. Mais arrêtez de vous faire des salades. Nous sommes dans une période où les images brouillent. Oui. Les gens dans les campagnes électorales voient des minarets, voient des femmes voilées. Donc ces images-là ont besoin d'être aussi compensées par d'autres images. D'un seul coup, de voir des gens de confession musulmane qui disent clairement qu'ils sont contre, les gens ont besoin de cette contre-image. Même si c'est anachronique, même si c'est communautaire, les gens aujourd'hui sont piégés par les images dominantes. Et si d'un seul coup, ils ne voient pas des gens qui manifestent, c'est exactement ce qui s'est passé avec Carpentras quand les Français ont été dans la rue. Vous n'y pouvez rien. Les gens ont besoin de contre-images de l'image. Regardez cette image américaine que l'on voit. D'un seul coup, c'est un message à toute l'Amérique. Nous pouvons être musulmans et américains. C'est terrible à dire, mais une image a besoin des fois de contrer une autre image. Très bien. Une dernière question. Pascal Bruckner, vous êtes relativement pessimiste dans les conclusions de votre essai, Racisme imaginaire. Vous évoquez la possibilité de guerre civile, de communautés les unes dressées contre les autres. Non, je ne suis pas le seul. Dans ce que je dis surtout, n'exagérez pas un peu. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir peur de l'islam au vu de tous les attentats qui ont lieu. Vous dites j'ai peur pour l'islam. Mais on peut avoir peur pour l'islam parce qu'effectivement, si on regarde la situation mondiale et cet arc de cercle géographique qui va du Maroc à l'Indonésie, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un monde plongé en plein chaos. Et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Le maréchal Al-Sisi l'avait dit dans une conférence
Al-Azhar, à la grande faculté de théologie du Caire. Et c'est aussi le point de vue d'Adonis, qui est un poète syrien qui vit en France, qui dit que le monde arabe est en train de se suicider en raison de son allégeance à un islam rétrograde. Donc je me fais là l'écho d'une... Mais ça n'est pas le point de vue d'Olivier Roy, l'islamologue, donc Mais des c'est points de vue le point de vue de Gilles divergents. Kepel, et c'est Très bien, aussi le point de d'accord. vue d'Abdelwahab Medeb dans son livre La maladie Mais si on d'Islam. écoutait tous les Occidentaux qui nous parlent du déclin de l'Occident, du danger, des radicalismes, mais on là, arrêterait les Occidentaux. Non, mais là, sauf que là, Concluez. c'est quelque chose... Il y a une une crise dans le monde arabe. Il y a une guerre civile Il y a une crise interne dans à le monde l'islam moyen. et une difficulté Mais bien sûr. qui est la sienne à se réformer, alors que le christianisme... Non, pas à se réformer, à être dans ses propres contradictions internes, car Oui, l'islam aujourd'hui vit une contradiction interne entre la modernité et un regard l'incapacité à s'adapter. comme l'Occident. Merci, Regardez, merci. Non, Pascal moins, Blanchard. moins comme l'Occident. Je pense qu'il a plusieurs siècles de retard à rattraper en raison C'est- d'une incapacité à avoir un regard critique sur lui-même. Il faut conclure. Merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce face-à-face très urbain. Merci à tous les deux.